Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 71e vidéo. Nous sommes toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre et leurs techniques. Alors Georges, aujourd'hui on va parler de l'apport 2, nous ferons un petit rappel de l'apport 1, mais avant on avait envie de parler un petit peu du mot qui est lié à un égrégore. Tu peux nous expliquer? Voilà, c'est pour commencer, c'est très important parce qu'ici, je vais vous étonner, mais tout ce qui va être dit est super important, il faut y faire très attention. Et ici, encore une fois, je vais reparler de l'importance des mots. C'est-à-dire que nous sommes programmés dans beaucoup de choses qui sont des réflexes, qui passent inaperçus d'ailleurs, et les mots font partie des programmations. C'est-à-dire quand vous prononcez un mot, que vous donnez un mot, un nom à quelque chose, mais un nom qui est connu, qui est général, que tout le monde connaît, en réalité, ce mot est relié à une signification bien précise. Et ça peut vous fourvoyer parce que en prononçant le mot, automatiquement, vous êtes dans la référence qui lui est attribuée. À un mot est attribuée une signification et qui n'est pas faite par hasard. Tu vois? Krishnamurti, c'est mon pote, il disait un mot n'est pas la chose. Ça veut dire que quand tu ressens quelque chose en toi, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, on a défini des mots avec des significations pour pouvoir communiquer, pour s'y retrouver, mais en réalité, c'est très, très, très peu précis. Il faut apprendre à sortir des mots. C'est ça que d'autant que possible, j'essaye d'utiliser des mots qui me sont propres, qui sont déviés. J'essaye dans la mesure du possible de ne pas utiliser des mots trop utilisés parce que automatiquement ça te met sur le rail de la signification programmée. Donc le mot n'est pas la réalité de l'objet ou de l'événement. Le mot n'est que très 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 rarement, pour ne pas dire jamais, en correspondance juste avec ce qui se passe réellement. Tu vois? Et c'est ça que je suis un peu contre les trucs psychologiques et tout ça, où on a balisé des mots, on a balisé les choses avec des mots et tout ça. Elle te dévie de ce qui se passe réellement. Et un mot peut t'empêcher de ressentir exactement ce qui se passe en toi. Un mot peut t'empêcher de ressentir la réalité d'un événement. Tu vois? Il faut faire Mhm. très attention aux mots. Ça fait partie des programmations majeures et on ne peut plus insidieuses parce que plus on avance, plus on va voir que des programmations insidieuses qu'on ne détecte pas en fait. Ça fait Donc, penser un peu au tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, parce que là, en réalité, c'est le dessin d'une pipe, donc en réalité, tu n'as que la version 2D, c'est un dessin, c'est une représentation, mais tu n'as pas la pipe elle-même, dans le sens où tu ne l'as pas en 3D, tu n'as pas l'odeur, tu n'as pas le toucher, il te manque des données en fait. et c'est ce que Magritte a fait est excellent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ceci est de la peinture, ceci est un dessin, c'est de la peinture à l'huile, il y a une toile, ça c'est la réalité. Ce qui est formé sur cette toile avec la peinture te fait penser à une pipe. C'est une pareidolie alors. C'est comme une pareidolie. Et en fait, en réalité, ce que tu regardes n'est pas une pipe. Eh bien, l'exemple avec Magritte que tu donnes là, met plus ou moins bien en valeur, mais assez bien en valeur ce qu'on essaye de dire avec les mots. Et
Et voilà, c'est pour... Bon, ici, c'est, je vais dire, un peu anodin. On ne parle que d'un dessin et de la signification qu'on lui accorde. Mais c'est la même chose dans le plus profond, dans la réalité, dans ce qui se passe en nous. Et dans, tu vois, c'est très important de soit sortir des mots, ne plus utiliser des mots conventionnels, ou bien faire la part des choses en sachant bien consciemment que utiliser un mot, comme disait Mumu, n'est pas la chose. Et le mot, il est aussi, enfin, il porte aussi l'empreinte de l'inconscient collectif. Absolument. Il a un certain héritage, en fait. Un mot a un héritage. Un mot est relié à l'inconscient collectif. Un mot est relié aux égrégores. On n'a même pas idée de dans quoi on se lance, à quoi on a affaire quand on prononce un mot. Il faut faire très attention. Ça paraît un peu bizarre, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. D'ailleurs, l'exemple de Magritte est une très bonne entrée dans le contexte. Ouais. Ben voilà, donc on a fait la petite parenthèse sur les mots. Alors, tu peux nous rappeler ce qu'était la peur 1, la peur du phacochère? Donc, nous allons voir, tout au cours des techniques et des pièges, que, mis à part quelques exceptions, comme la culpabilité, on en a parlé, les manipulateurs utilisent des données qui existent à la base pour les déformer. Donc, nous avons déjà parlé de la peur 1, je vais dire celle-là naturelle du phacochère. Cette peur se déclenche à bon escient dans telle et telle situation. Pour vous sauver, c'est quelque chose de positif. Aucune espèce animale, enfin, organique complexe, ne pourrait survivre sans ces mécanismes. Tu vois? Donc, une chose qu'il faut savoir aussi, on ne peut pas combattre un mécanisme naturel de base. Il est conçu pour prendre le pouvoir sur votre conscient. Et il est là pour pallier au manque de conscience. Tu vois? Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas avec le courage et la détermination que vous allez vaincre une peur. Et comment on fait alors? C'est juste de la déprogrammation? Eh bien oui, nous entrons petit à petit du bout des doigts dans la déprogrammation. En fait, de nos jours, nous n'avons plus les peurs naturelles que le phacochère vit et qui sont utiles, qui sont un outil de survie, ont été manipulées pour faire déclencher ce mécanisme qui va prendre le pouvoir sur nous et nous pousser malgré nous à la fuite, à l'attaque ou à la paralysie, tu vois, et le but est de se faire se déclencher selon la volonté de certains. Tu vois? Et donc, comme on sait que la peur... Parce que, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est... je viens de le dire. Bon. Mais la peur, on a créé des peurs synthétiques. C'est-à-dire, on a forcer, ajouter des programmations, des données dans le déclenchement de la peur. Tu vois? Par exemple, quelqu'un qui... tu as des vers de terre. Non, allez, des araignées. On va te faire un tas de publicités et d'images et de photos et de vidéos, tout ça, avec les araignées et qui piquent, on voit l'infection, et on va te bourrer la tête de choses sur les araignées. On va générer une opinion, une conception de l'araignée. Ton esprit va dire « Ah, c'est ça une araignée oh. !» Et ça va générer un programme pour le programme de survie qui va l'intégrer au mécanisme de déclenchement de la peur. Et donc, quand tu auras affaire à une araignée, sans même que tu aies le temps d'y penser, la peur va prendre le dessus.
Tu vois? Donc, tu auras une des trois réactions, la fuite, la paralysie, ou j'affronte quitte à Ou mourir. tu la tues, ouais. D'une manière sauvage, instinctive, sans réfléchir. C'est le propre, c'est comme ça, en fait, qu'on peut repérer une programmation. C'est quand tes pensées et tes actes et ton état intérieur ne sont pas suite à une réflexion, à une observation bien nette. C'est quelque chose qui arrive comme un coup de fouet et qui te prend tout en entier. C'est très rapide, c'est instantané. Là, tu sais que tu as affaire à un programme. Tu vois? C'est comme instinctif, c'est plus fort que toi. Oui. D'ailleurs, beaucoup de gens ont toutes sortes de réactions et de mal-être et tout ça, et ils ne savent pas pourquoi. Tu vois? Et ça, c'est une programmation. Quand il t'arrive quelque chose, des réactions, des ressentis et tout ça, et que tu ne sais pas pourquoi, là, tu sais que c'est une programmation. Et donc, tu te retrouves dans un sentiment de je suis nul, je suis nulle part, je suis sans défense et faible. Voilà. C'est la peur manipulée va te mettre dans un état où tu es impuissant, que tu es faible, que tu ne peux pas faire face. Tu vois? Et ça t'amène à la soumission à une aide extérieure. Parce que déjà la couche Tu de doutes de fond, ta propre valeur, ouais. déjà la couche de fond, c'était que tu doutes de toi. Ça, c'est le terrain qu'on a parlé. Tu as des doutes sur toi et tes capacités. Et en plus, on te présente des situations, on t'inculque des choses pour que tu aies la conception que tu ne peux rien faire contre ça. Tu es faible et sans défense. Tu vois? Et être faible, sans défense, sans issue de secours, induit la paralysie. Automatiquement. C'est un phénomène naturel. L'animal qui se retrouve bloqué, chopé, le prédateur arrive, il n'y a aucune échappatoire, il va déconnecter. À un moment donné, quand il sait qu'il n'a plus aucune chance, il déconnecte. D'ailleurs, on ne va pas encore en parler des heures, c'est un des phénomènes. Et donc, les programmations, la majorité des programmations qui s'adressent à la peur, c'est dans un but de paralysie face à quelque chose que tu es impuissant, que tu es faible devant. Et donc ça bloque tes propres capacités. Tu doutes même d'en avoir. Oui, tu doutes même que tu en aies. Tu vois, cette programmation tend bien sûr, par le terrain qu'on a préparé, du manque de confiance en soi, cette programmation te fait croire que tu n'as aucun pouvoir sur les choses, et même sur toi-même. Tu vois? Tu es faible et sans défense. Et donc tu ne les cherches même plus, tu ne cherches pas à développer ce qui est en toi. Voilà, tu n'as même plus conscience que tu as des qualités. Et donc, forcément, tu ne les trouves pas, tu ne les cherches pas, et tu ne peux encore moins les développer. Tu vois? C'est la peur manipulée. Et à chaque instant de notre vie, nous subissons des programmations qui nous induisent la peur. Et l'insécurité. Par l'insécurité. On nous place toujours en insécurité pour nous vendre l'aide qu'on peut nous apporter en échange de la soumission. Tu vois? Et tout ça, c'est lié à la peur de manquer, en fait. On a peur de manquer de sécurité. Ah, il y a deux volets. Le premier volet, c'est je suis incapable, je suis faible, et j'ai peur des agressions de l'extérieur. Je ne peux pas m'en défendre. Puis, donc je suis dépendant. Donc je suis dépendant et soumis à la grande chose qui peut me protéger. Bon. Puis tu en as une autre. C'est la peur de perdre. Le peu que tu as, eh bien, on y a mis la peur de perdre ce que tu as. Tu vois? Alors, ces deux peurs qui se cumulent,
qui font que tu te demandes comment les êtres humains sont encore vivants, tellement ils subissent, tellement l'esprit et la conscience de soi est amoindri. C'est grave, c'est très grave. Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit il faut avoir une maison à soi, il faut avoir sa propre voiture, il faut avoir son travail, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants. Oui, tout ça sur base entre guillemets. Si tu fais ce qu'on te dit. Donc au début, tu as peur parce que tu l'as pas, puis une fois que tu l'as acquis, tu as peur de perdre. C'est un cercle très vicieux finalement. Ah, ça n'arrête jamais. Alors qu'en fait, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas ma maison, je ne suis pas mon portefeuille, je ne suis pas... Enfin, voilà. On est dans l'avoir, on n'est plus dans le être. Voilà. En fait, on est dans l'avoir par manque de confiance en soi, par manque de conscience de soi, de ce qu'on est réellement. On a besoin, et c'est induit, c'est toute une organisation, c'est une architecture incroyable, pour conditionner l'esprit, on ne peut se sentir en valeur que par les éléments extérieurs qu'on peut acquérir. En fait, on s'identifie à nos avoirs. Notre valeur est nos avoirs. Voilà. Tout est dit dans cette phrase-là. Et donc, c'est pour ça que dans les pays plus avancés, socialement, en Amérique, par exemple, on détermine la valeur d'une personne à ce qu'elle gagne sur un mois. Mais ça se fait... Ici, c'est ton salaire. Exactement. Ici, c'est encore un peu choquant de dire, ouais, il se prend pour qui, on va dire. Mais en Amérique... Tu es quelqu'un si tu as un haut poste bien placé. Moi, j'ai eu dans ma famille un grand entrepreneur et qui allait en Russie, en Amérique, tout ça, faire de gros trucs et tout ça. Et il dit dans les réunions d'affaires et tout ça, il dit, en Amérique, tu as un coin où discutent entre eux les gens qui gagnent autant par mois ou par an. Ah, d'accord. Ah, oui. Tu as dans l'autre coin... Oui, ouais. C'est ceux qui gagnent autant. Mais c'est accepté, pour eux, c'est normal. Tu vois? Je ne parle pas à quelqu'un... Moi, si je gagne 100 000, je ne parle pas à quelqu'un qui gagne 60 ou 70 000. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est une autre caste. Tu vois? Un salarié, c'est un intouchable, comme on a. tu vois? Alors qu'en réalité, la véritable sécurité, elle n'existe pas. Personne n'est en sécurité, puisqu'on vient nu, on repart nu, finalement. Voilà. Tout ça, c'est une illusion parce que la propriété et la sécurité n'existent pas. Donc, tu parles de la sécurité, c'est quelque chose qui a été inventé. Ça n'existe pas. D'une manière naturelle, nous ne sommes pas incités à la peur, sauf s'il y a les signes d'un prédateur qui va te bouffer. La peur va te donner des ailes, elle va contribuer à ta survie. Mais sinon, en conditions normales, sans prédateur, sans danger imminent, un animal est prudent. Tous ceux qui connaissent bien les animaux, qui les observent et tout ça, savent très bien qu'un animal ne vit pas dans la peur. Ils sont très détendus, ils sont très bien, mais ils sont très prudents. Ils sont très organisés, ils n'avancent pas n'importe où, n'importe comment. C'est très axé sur la prudence. Mais nous ne vivons que très rarement dans la prudence, nous vivons dans la peur. Par exemple, on va dire de mourir. Ouais. Eh bien, sachez que vous n'êtes jamais en sécurité à ce niveau-là, comme à tous les autres niveaux. Si ça se trouve, dans 1 heure, je suis mort. J'aurais un arrêt cardiaque, je me serais fait écraser par une voiture. C'est bien, pourquoi s'en inquiéter? Cependant, ça n'exclut pas la prudence. C'est la voie du milieu, la prudence. Voilà. Par exemple, je vais essayer de manger sainement, d'avoir une vie propre, de faire en sorte d'être dans de bonnes conditions, mais je serai dans la prudence, je ne serai pas dans la peur. Je suis dans la prudence pour être dans les meilleures conditions, tout en sachant que peut-être dans 1 heure je suis mort. Ça, c'est... Tu vois?
La sécurité est une absolue illusion. Ça n'existe pas. Vous ne devez jamais être dans la peur de l'insécurité. Soyez dans la prudence. Ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Oui, tu vas pas aller courir sur la chaussée et tenter le diable avec les voitures. Voilà. Quoi. Ouais. Tu ne vas pas provoquer ta mort. Voilà. Et dans l'autre sens, tu ne restes pas cloîtré chez toi, à avoir peur de sortir parce que les voitures, ça écrase. Ouais. Voilà. Tu vois, il y a beaucoup d'ordre et c'est beaucoup plus insidieux et profond qu'on ne le pense dans nos pensées. Se déprogrammer, ça demande une observation intense de ce qu'on est, de nos réactions, de nos pensées. Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi? C'est bien, c'est vraiment un travail très, très, très intense. Minutieux et quotidien, j'ai envie de dire. Voilà. C'est un petit peu tous les jours, enfin, régulièrement s'observer et observer ses réactions. Exactement. Ce n'est pas, je dis toujours, ce n'est pas difficile, mais c'est un travail de tous les instants. Il n'y a pas de difficulté. Une fois que tu observes, tu dis, oh ben. Mais il faut avoir le courage d'observer et d'aller voir ses propres parts d'ombre. Il faut y penser. Tu sais bien, tu vas au cirque, tu vois un jongleur qui fait des trucs et tout. Et il a reçu les quilles quelquefois sur la tête. Mais il a toute une vie d'entraînement. Tu vas voir un gars qui a évolué spirituellement et tout ça. Eh bien, c'est des vies et des vies d'observation, de travail, comme le jongleur. Tu vois? Et je le redis encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a rien de tout ça. C'est bien. Et même les canaliseurs qui disent « Oh, le karma est effacé, tout, c'est bien. » Non, ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui effaces ton karma, c'est toi qui sors de la roue du karma. C'est toi qui sors, c'est ton état qui décide des événements que tu vas vivre. Ton état en fait, intérieur. enlever le karma, ce serait t'empêcher d'évoluer. Absolument, on en a déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais c'est ton principal outil d'évolution, c'est le karma, qui te permet de continuer le fil de tes expériences d'existence en existence, d'incarnation en incarnation, je vais dire, parce qu'on existe toujours. Hein. Mais donc, l'insécurité, la sécurité n'existe pas. Arrêtez de vous prendre le chou avec ça. Soyez prudents. Et être prudent et faire certaines choses, ça peut venir du cœur, de la meilleure version de toi-même. Et tout ça, c'est quelque chose de beau et d'intéressant. Mais la peur n'a pas de place là-dedans. Aucune place. Le merveilleux n'est pas extérieur, il est en nous. Exactement. Le monde que tu vois, je vois ma pièce ici, je regarde, je te vois sur ton écran, je vois chez toi, je vois le monde selon ce que mes yeux sont capables de capter. Rien de plus. Je ne vois pas le vrai monde, je ne vois pas la réalité des choses, mais je vois un peu de choses que mes yeux sont capables de capter. Tu vois? Saint-Exupéry disait l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. On ne peut pas en dire plus. Mais par la pensée, on peut t'induire que le monde est horrible. Tu peux avoir des conceptions de peur. Et à ce moment-là, tout est laid. Tu vois? Mais c'est juste ton regard, les conceptions et ton regard que tu as. Je sais que ça paraît... je sais que ça fait poète à 2 balles de dire ça, mais c'est la réalité. C'est bien, c'est la réalité. Il faut s'en rendre compte. Parlons un peu de la propriété qui est liée à la peur de perdre. Sachez aussi que la propriété, comme l'insécurité, ça n'existe pas. Dans l'incarnation ici, au maximum, vous pouvez obtenir le droit de jouir d'un endroit
d'avoir comment on dit, la priorité. L'usufruit. Oui, l'usufruit ou la priorité de jouir de cet endroit. Mais cet endroit ne vous appartient pas. Le mot appartenir en soi n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, puisqu'on n'est que de passage, donc forcément, on Oui, lègue mais chaque fois. Ouais. tu viens, mon corps m'appartient d'une certaine façon. C'est discutable parce qu'après on le quitte, mais disons que mon corps m'appartient. Je prends l'exemple de ma main, je sens, je touche, je sens, je vis. Je peux faire des choses avec. Par les sensations, mon cœur peut s'exprimer au travers de ma main. Tu vois, il y a tout un... Il fait partie de moi. Maintenant, une maison. Une maison. Comment ça peut t'appartenir? Comment est-ce possible? Non. Tu as un papier qui te dit, il n'y a que toi qui peux y aller. Et ceux que tu as Toi fait. qui peux payer. Aussi. Tu vois? Et quand tu meurs, parce que quand j'ai parlé du corps et la main, ce sont des sensations. Ces sensations, le corps communique avec ton esprit de manière directe. Il y a une influence, une communication très, très ouverte entre le corps et l'esprit. Tu vois? Et le corps... Il en va de même avec les gens. Tu ne possèdes pas quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu es marié ou que tu vis avec quelqu'un que tu le possèdes. Voilà. Les gens croient posséder quelque chose. Tu ne possèdes rien d'autre que ton cœur et ton esprit. Et en aucun cas, on ne possède une autre personne. En aucun cas, une personne n'est la possession d'une autre. C'est toutes des illusions et des programmations. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de posséder une maison, mais il faut voir les choses comme elles sont. Vous avez un titre qui dit que vous en avez l'exclusivité de ce bâtiment, de cet endroit. Rien d'autre. Quand vous décédez, vous ne partez pas avec. Tu vois? Une personne, quand tu décèdes, elle reste là. Tu ne pars pas avec. Cependant, les sentiments, les affinités que vous avez avec la personne, les choses du cœur, elles sont indélébiles. Tu les emportes, oui. Tu emportes le contact que tu as avec cette personne-là de l'autre côté et vous vous reverrez. Il n'y aura jamais de séparation. Quelque chose que tu as aimé de ton cœur, de tes sentiments, fait qu'il n'y aura jamais de séparation. Toujours vous vous retrouverez parce que vous êtes compatibles. Nous sommes tous unis. Tu vois? Ouais, on dit, hein, les gens qui s'aiment ne sont jamais séparés, même après la mort. Exactement. La séparation n'existe pas. Mais sur base que tu es conscient que la personne ne t'appartient pas. Comme tu n'appartiens pas à la personne. Ce sont deux cœurs qui s'illuminent et se réchauffent. Il n'y a pas d'appartenance ou de possession là-dedans. Tu vois? C'est un échange. C'est un échange, une fusion, une harmonie, tu vois? Ça, c'est éternel. Tu vois? Mais les biens matériels, ça restera là. Ça fait presque rire de croire que les gens trouvent ça important. C'est important d'avoir une maison, d'avoir un confort. Moi, je suis pour le confort, il ne faut pas croire. C'est bien. Mais ça va rester là. C'est une importance relative. C'est agréable, sans plus. C'est bien. Et le fait d'avoir une petite maison qui n'est pas trop terrible et un grand palace ne fait pas de toi une meilleure personne, dans un cas comme dans l'autre, ni une plus mauvaise. Au contraire, parfois, ça peut pervertir et te faire faire des choses... Oui. Ça peut t'amener à faire des choses que ton cœur ne veut pas pour obtenir ce signe distinctif. Parce qu'en réalité, dans toutes les possessions de l'incarnation matérielle, ce sont uniquement des signes distinctifs. L'être humain lui-même a relativement peu de besoins.
regarde un petit peu, euh, parce que quand tu t'intéresses à la nature, tout ça, tout ce qui s'y passe, et tu remarques qu'il y a énormément de gens qui vont pêcher, qui vont faire des promenades, qui achètent une maison isolée dans les bois, qui retournent à la nature, souvent sont des gens qui ont réussi socialement et qui sont très riches. Et ils retournent à la base, à la nature. Ils se sentent attirés. C'est là qu'ils ressentent le plaisir. Ils ont assez vécu que pour comprendre, ou tout du moins ressentir, que tout ça n'est qu'un piège et qu'on s'y trouve mal. Et qu'on retourne à l'essentiel finalement et aux petites choses de la vie, les petits plaisirs. Et c'est même pas les petits plaisirs, c'est la vraie richesse. Tu sais bien, ça, c'est devenu, on est tellement coupé de ça que pour beaucoup de gens, c'est presque une angoisse, ça leur fait presque peur. Mais de se retrouver seul dans un bois, il y a les odeurs, il y a la force, et je ne parle pas des énergies et tout ça, tu sais bien, c'est la vie. Ça m'est arrivé souvent d'arriver dans une très très belle maison et tout ça, et de l'impression que je suis dans le vide. C'est bien, la solitude est là. Oui, la solitude, la non-vie, c'est pas la vie. Mais l'importance, pour ce que les gens y accordent une importance, c'est pour le signe social. C'est parce que plus ils possèdent quelque chose de cher et de beau, plus ils ont le sentiment, en tout cas dans les yeux des autres, d'avoir de la valeur. Il faut absolument sortir de ça. C'est un piège horrible. Et vous allez avoir des vies horribles, faire des choses horribles et tout ça, pour un signe distinctif, qui au final ne va pas vous apporter grand-chose. Parce que c'est des scènes qu'on peut voir. T'as un gars C'est un peu comme les médailles qu'on te donne quand tu as fait quelque chose ou que tu as un diplôme, c'est jamais qu'une médaille. Qu'est-ce que tu en fais, quoi? Mais je vais dire, un diplôme confirme au moins que tu as étudié des trucs et que tu sais certaines choses. Au moins, ça confirme au moins ça. Ça ne te rend pas meilleur qu'un autre, mais au moins, acheter une Ferrari, c'est juste que tu as mis autant de pognon sur la table. C'est tout, point barre. Ouais. C'est un peu comme les coupes chez les sportifs. Ouais, une coupe, c'est bien, mais t'en fais quoi? Tu mets sur l'étagère et puis... Oui, mais ça, c'est un domaine, le sport, un peu particulier. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Il y a le dépassement de soi, etc. D'accord. Bon, ça peut encore se comprendre partiellement. Ils se sont exprimés pleinement toutes leurs ressources dans quelque chose. Et admettons. Mais par exemple, tu peux voir des situations où tu es au bord de l'eau et tu vois deux pêcheurs. Et tu peux voir qu'il y en a un, il a toujours vécu pauvrement dans la nature, tout ça. Il n'a jamais rien fait de ce qu'il ne voulait pas faire. Il a vécu sainement et bien, il est bien. Et à côté de lui, habillé quasi pareil, avec la même chose et tout ça, tu peux avoir un banquier qui a gagné des fortunes, qui a fait des choses immondes et tout, et qui pour finir revient au point de départ, là où on se sent bien, tu vois? Et il n'y a aucune différence au final, tu vois? Sauf qu'un a toujours vécu comme ça, il le comprenait, et un autre a dû faire un circuit horrible, et aller dans des souffrances horribles, et faire souffrir les autres pour le comprendre, tu vois? Et c'est ça le signe distinctif. Plus tu essayes de voler haut, c'est bien Icare, hein? Plus tu te brûles les ailes. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais il n'existe pas de propriété. Il existe l'amour que tu peux avoir envers autrui. Mais la propriété n'existe pas. Alexandre le Grand s'est fait enterrer avec les deux mains qui sortaient de son cercueil, ou de son truc où il était. Et tout au long du parcours, il y a des gens qui semaient des pièces d'or, des trucs, des machins, enfin des richesses. Et il dit, il avait dit, je vais être enterré comme ça pour bien montrer aux gens qu'on part les mains vides.
C'est bien, c'était le plus grand, Alexandre le Grand, c'est bon. Ouais. C'est un personnage, hein. Et il a dit, je veux être enterré comme ça. Pour dire que tout ce que j'ai pu avoir, eh bien, ça reste là. Et que je pars les mains vides. Et c'est le cas pour tous. On part avec l'amour qu'on a dans le cœur, avec ce qu'on a appris, avec les relations qu'on a eues. On en a des mauvaises, mais on en a des merveilleuses. Avec les gens, on part avec ça. Enrichi de ça. C'est notre trésor qui grandit d'incarnation en incarnation, qui s'accumule. Le reste, ouais. Bon, ça fait partie du scénario et de... Et je suis pour le confort, hein, je vais gagner au loto. Oui, on n'a pas dit qu'on devait tout abandonner. Et... Ouais. Voilà. Hein. Dites pas vendez votre maison et suivez le premier fou qui cherche des pêcheurs au bord de l'eau. Hein. Ou laissez tout là, les habiter sous un pont. Non, c'est pas. Moi, j'irai pas. C'est pas ça c'est bien. Mais voilà, tu vois, il faut. C'est pas ce que tu vas faire, c'est pas ce que tu vas. Il faut comprendre les choses, le vrai sens des choses. C'est bien. Avoir une belle voiture qui va bien, c'est un outil de confort. Et en aucun cas, c'est important ou ça te fait de toi quelqu'un de meilleur. Tu vois ? C'est tout bête, mais il faut bien le réaliser. Il faut bien le réaliser. Et que cette voiture peut disparaître au premier tournant. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Eh ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la peur. La prochaine vidéo, on attaquera les pièges, on parlera de la distance-temps, mais aussi de l'importance des apparences ou de la non-importance des apparences. Oui, on va insister un peu là-dessus parce que c'est extrêmement important. Ce sont deux domaines qui sont liés au plus profond de notre esprit, car bien sûr liés à des programmations naturelles, donc très importantes, très actives. Mais là, il faut vraiment en parler. On va en parler. Ok. Eh bien, Myri, merci à toi. Au revoir à tous. Au revoir, Georges. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt.